Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Desmoulins, je suis ici avec des spécialistes du design pour parler d'un sujet qui est le design dans l'Internet des objets. Je vais me permettre de vous présenter nos intervenants. Geoffrey Dorn, qui est designer, qui a l'agence Design et Human, et qui a, je me permets de le mentionner aussi, qui s'occupe du blog graphisme.fr, qui est une ressource assez intéressante sur la veille sur les sujets design et interaction en général. Pierre Garner, tu es à l'agence Helium Studio. Tu as travaillé beaucoup, notamment dans l'objet connecté, notamment avec WeThings. Donc on te doit le pèse-personne, on te doit le tensiomètre, le tracker Pulse, notamment. Et Xavier, tu es designer indépendant, tu as fait beaucoup de produits aussi, et notamment dans le monde de l'objet connecté, on te doit un produit qui a beaucoup fait parler cette année qui s'appelle Mother, que tu as fait pour Sense, et aussi la tablette Cook, et d'autres produits que nous évoquerons dans la discussion. Les sujets sur lesquels nous allons parler, ce sont tout d'abord le design software et hardware. Comment travailler dans le design d'un produit lorsqu'il y a à la fois des besoins de compétences en design d'interface et design de produits physiques. Ce n'est pas forcément souvent les mêmes personnes qui font ça. Comment vous avez travaillé sur ces produits pour maintenir une unité et en même temps mettre à l'œuvre différentes compétences. Deuxième sujet, comment avoir une démarche itérative dans le monde du hardware. C'est vrai que beaucoup de gens qui sont habitués à travailler dans le web peuvent commencer à mettre en ligne des produits pas tout à fait finis et au contact du marché les améliorer. Dans le monde du hardware, quand on fait sortir un produit de l'usine, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de pas forcément abouti. On va vous parler de la place de l'humain dans le monde des objets connectés, comment le designer prend en compte la personne qui va utiliser l'objet et ce qu'on va faire de ces datas. Et enfin, on va réfléchir au formalisme des objets par rapport à leur fonction. Je vais démarrer sur le premier sujet, en donnant la parole à Pierre. Notamment, tu m'avais dit donc, que tu avais... En fait, je voulais passer la parole à Xavier, pardon, en premier. Voilà. Tu m'avais expliqué que sur les produits Cogito, la montre connectée, que je vais afficher d'ailleurs, tu n'avais pas tu avais travaillé sur l'interface aussi et sur le produit. Comment tu as géré ça? Alors, sur la première montre connectée qui était Coucou, que j'ai créée en 2012 avec la société Connect Device, donc j'ai réfléchi sur le produit et commencé à réfléchir aussi sur l'interface graphique de l'écran, puisque dessus il y a des icônes de notification. Donc bien entendu, il a fallu travailler sur l'ergonomie et la UI sur la montre. Et ça a amené la réflexion de est-ce que je dois aussi m'occuper ou pas de la UI de l'application sur smartphone. Et en fait, on s'est rendu compte là que, bien évidemment, il y a un lien entre le produit et l'application. Et on ne peut pas faire cette dichotomie, d'un côté avoir le designer qui développe de son côté l'interface graphique d'une application pour un produit, et de l'autre côté le designer produit qui développe son produit dans son coin avec son interface, qu'elle soit physique ou à travers un écran. Donc il y a bien évidemment un lien très fort entre les deux, et il faut qu'en fait le designer UX ou UI travaille avec le designer produit, et inversement, ou en fait que le designer produit in fine ait un droit de regard ou peut-être une direction entre guillemets artistique sur l'approche de la UI. Et ça, c'est quelque chose de nouveau actuellement dans les objets connectés qui n'existait pas avant. Tout à fait. Beaucoup moins. Et Pierre, de ton côté, tu m'avais parlé, lorsqu'on préparait l'événement de l'exemple d'Apple avec un cloisonnement fort entre hard et soft, ce qui m'avait étonné. Et aussi, tu m'avais expliqué que chez WeThings, c'était considéré comme deux métiers séparés, mais que sur d'autres projets, tu avais pu être beaucoup plus en interaction avec les designers UI. Alors tout à fait. Quand on travaille, nous, sur les objets connectés, l'expérience qu'on a, enfin, on a eu différentes expériences. Avec WeThings, ils travaillent relativement en silo. Donc ça peut paraître étonnant parce qu'effectivement un objet connecté c'est à la fois une partie hard et une partie soft et souvent des interactions fortes entre les deux, en tout cas en termes d'usage pour l'utilisateur c'est très fort.
Il y a une raison à ça. Enfin, une des raisons, c'est que dans le mode de processus de travail avec Weezing, ils nous font intervenir très très en amont du projet. Tellement en amont que souvent, quand on commence à travailler sur le design de l'objet, les fonctionnalités même et donc l'UI, il n'est pas du tout défini et en cours d'élaboration. Donc on avance en parallèle. Je vais citer l'exemple d'Apple. Oui, en tout cas, dans toute la littérature qu'on peut voir autour d'Apple, et si on prend l'exemple de l'iPhone, l'équipe design hard qui travaillait sur le produit travaillait avec des faux écrans qui leur étaient donnés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une vision globale. Alors bon, c'est le culte de secret chez Apple aussi qui était à l'origine de ça, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas forcément de porosité très forte, une capillarité très forte entre les deux. Ça peut fonctionner, enfin la preuve c'est que ça fonctionne avec Weezing en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a quand même une vision claire, globale du projet et qui drive le projet en maîtrisant les deux composantes. Et puis ça marche d'autant plus que bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des démarches on a des démarches assez similaires entre un designer produit et un designer UX et UI. Enfin, dans la prise en considération de l'expérience utilisateur, etc. Il y a quand même des points de convergence qui font qu'on peut se retrouver assez facilement. Mais c'est vrai que on déplore. Enfin, je partage l'avis de Xavier. Il devrait y avoir beaucoup plus de points de contact. C'est un peu un état de fait. On a un autre exemple en fait qu'on a fait sur un produit pour Physidia. Alors bon, c'est une machine un peu particulière, c'est une machine à dialyse connectée, donc c'est pas forcément quelque chose très grand public. Mais là, il y avait une composante extrêmement forte et une interaction très forte entre la partie UI et la partie hard. Et là, on a dû travailler, et on a travaillé immédiatement, très en amont, là, avec une agence de design d'interaction et du X, de façon à définir avec eux quelles fonctions on devait effectivement remettre en hard sur le produit, quelles fonctions pouvaient être déportées sur un écran, sur une tablette, et quelle image on allait donner à ça. Donc ça, c'était un produit, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait absolument travailler ensemble. D'accord. Et lorsqu'on a discuté tous les trois, enfin tous les quatre ensemble, Geoffrey, t'es arrivé avec la question de, mais au final, c'est pas seulement hardware ou soft qui compte, c'est la posture du designer. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? En effet, par rapport à cette question-là, voilà, on présente les choses comme le fait de travailler en silo, la partie hardware, la partie software. Ça a toujours existé. Voilà, les développeurs d'un côté, les designers de l'autre, les journalistes, les chercheurs, les ergonomes. Souvent, tout ça, c'est très séparé. Et à mon sens, c'est un petit peu comme un tableau impressionniste. On vient faire des petites touches. Et au final, il faut que le peintre, la personne qui a une vision globale du projet, puisse se servir de toutes ces petites touches pour faire quelque chose à la fin qui soit intéressant, riche, bien codé, avec une bonne ergonomie, avec un design riche également, etc. Donc, à mon sens, l'approche en silo, elle n'est pas forcément, on va dire, elle n'est pas forcément néfaste pour le projet. Par contre, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir quelqu'un qui puisse venir chapeauter le tout. Quand on parle de la posture du designer, ça peut être évidemment le designer, mais ça peut être aussi d'autres types de personnes. À mon sens, le designer, c'est pas forcément un expert qui sera expert dans un type de caractéristiques. Par contre, il devra pouvoir aussi savoir comment fonctionne l'interface, comment le code ça fonctionne un petit peu derrière, même si c'est pas lui qui va coder l'ensemble. Comment est-ce que l'objet va pouvoir être utilisé, même si le designer a des compétences d'ergonome, mais qu'il n'est pas lui-même ergonome au départ, etc., etc., etc. Donc, pour moi, la posture designer, elle doit plutôt être transversale. Ça ne doit pas être un métier qui va venir appliquer quelque chose une fois qu'on a le code ou une fois qu'on a je sais pas, le graphisme, voilà. Ce qui est, à mon sens, beaucoup plus bénéfique pour le projet, c'est l'expérience qu'on va mettre en place. Et c'est surtout la question qui est quel va être l'utilisateur, quelle va être la personne qui va se servir de nos objets, de nos interfaces, de notre expérience au sens large, parce qu'un objet connecté, c'est d'une part un objet bien tangible, bien physique, et en même temps, c'est un écosystème numérique qu'il y a autour, donc ça dépasse l'objet, ça va encore plus loin, et ça mute, etc. Donc, il y a d'une part la posture designer, mais surtout, il y a la question de l'utilisateur qui est derrière, qui va venir se servir du produit.
Et justement, quand on parle, ça me fait la transition sur le sujet suivant, quand on parle de l'utilisateur, en fait, l'événement, il s'appelle Web Today. Je pense que historiquement, enfin même si ça fait pas énormément d'années, mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui participent à cet événement qui viennent du monde du web. Dans le monde du web, c'est vrai qu'on peut lancer à moindre coût un service, une ébauche d'un service, un MVP, le mettre sur le marché et rentrer au contact du marché, des utilisateurs, et récupérer des feedbacks. À partir de ces feedbacks, on va pouvoir améliorer itérativement notre produit. Pour moi, une des grosses questions qui arrivent sur l'Internet des objets et sur les outils de prototypage qui viennent avec et qui donnent l'impression que tout est simple, c'est est-ce que c'est possible d'avoir la même démarche que dans le web, de tester quelque chose facilement et de se dire on va le lancer et puis on va l'améliorer au fur et à mesure. Comment on fait lorsque notre objet au final il doit sortir d'usine et que s'il n'est pas bien conçu, on a perdu beaucoup d'argent. Comment gérer ça à ce sujet? À ce sujet, tu m'avais dit, Geoffrey, que tu avais cité des exemples de produits qui n'étaient pas forcément testés suffisamment, qui étaient sortis et qui n'avaient pas touché leur marché. Tu parlais de frigo intelligent. Oui, là je faisais référence au livre de Nicolas Nova sur le flop des technologies. C'est un livre que je vous invite à lire qui est très intéressant, dans lequel il nous rappelle différentes technologies qui n'ont pas fonctionné et pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Et le frigo intelligent, en effet, c'est quelque chose qui revient tous les ans. On a un nouveau frigo intelligent qui sort. Donc voilà, il est connecté, il va commander du lait quand vous n'en avez plus, il vous dit que votre frigo est à bonne température et il peut vous lire vos emails, etc. Évidemment, il peut se faire pirater aussi, donc vous ne mangerez pas ce soir. Voilà. En fait, la question de ces objets qui sont qui peuvent parfois connaître des flops ou qui peuvent justement être, à mon sens, mal conçus, c'est aussi de par la négligence de l'archétype qu'il y a derrière. L'archétype du frigo intelligent, c'est quand même, quand je vais faire mes courses, je vais chasser. Je vais aller choisir quel type de produit je veux. Je vais prendre la boîte de céréales qui est tout au fond. Je vais aller chercher le plat de pâtes que j'aime bien, etc. Donc il y a un côté, on ne va pas le faire par quelqu'un, par une machine de façon automatique. Ça, c'est compliqué en tout cas. Après, il y a d'autres objets. Par exemple, je pense à la visiophonie de France Télécom. Vous avez sorti plusieurs fois comme ça un téléphone filaire, évidemment, avec une petite vidéo pour pouvoir se téléphoner en se voyant. Aujourd'hui, évidemment, on a ça sur les téléphones portables, sauf que ça n'a pas marché parce qu'évidemment, quand on se parle, on n'avait pas forcément envie de se voir physiquement parce qu'on n'est pas forcément présentable, parce que si en plus de parler, il faut donner une image de soi, etc., supplémentaire, c'est un effort supplémentaire. Donc, les gens qui avaient ce genre de téléphone l'ont très vite déconnecté, coupé et caché la caméra pour être tranquille. Donc, à mon sens, la question des usages, elle est très 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 importante et derrière ces usages, c'est des questions d'archétype, des questions primordiales, des questions sociales. Est-ce que aujourd'hui on utilise tel ou tel type de support, tel ou tel type, est-ce que les gens fonctionnent de telle ou telle façon? Donc en fait, à mon sens, pour créer des objets connectés intéressants et intelligents, il faut se poser d'abord la question des usages qui sont en amont. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Et donc, tout à fait, mais comment tester Ah oui, par rapport au prototypage, voilà. Ouais, tout à fait. Pierre, tu avais Là, je pense qu'une des grandes révolutions à laquelle on a assisté depuis maintenant 5 ans, c'est toutes les campagnes de financement participatif et de crowdfunding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objets connectés, on peut, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir d'abord prototyper relativement facilement, alors via des cartes Arduino, etc. Maintenant, il y a des technos qui permettent de faire des prototypes d'avoir accès à des technologies assez performantes à moindre coût, chose qu'on n'avait pas accès avant. Donc on peut tester assez rapidement déjà des idées. On peut les prototyper assez vite. On a des outils de prototypage rapide qui permettent de faire des objets avec des bonnes qualités aujourd'hui. Et on a surtout un outil formidable, c'est que le crowdfunding, au-delà du financement que ça peut rapporter, ça permet quand même de tester son idée à une échelle qu'on ne pouvait pas se permettre avant. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore 15 ans, j'avais une idée, je développais un produit. Si je voulais essayer de tester mon produit pour essayer de voir s'il allait avoir un impact, si en termes d'usage, il répondait à des besoins, ce que tu soulignais, on n'avait pas d'outils. Alors on pouvait le faire autour de son cercle proche, mais bon, voilà. Après, une fois qu'on avait dépassé ça, quand on n'avait pas de moyens, on ne pouvait pas le tester. Aujourd'hui, le crowdfunding permet de tester à grande échelle. Alors effectivement, souvent c'est en virtuel, et donc on peut déjà commencer à faire des itérations sur des projets. Alors même si aujourd'hui le taux de réussite
y compris des produits qui ont été abondés et pas encore terribles. Enfin, il y a pas mal. En fait, il y a deux questions qui viennent dans ce que tu dis. C'est d'une part sur la question de prototypage. Pour moi, ça soit une question. C'est on entend énormément parler d'impression 3D. Vous êtes tous les deux des designers industriels. Vous fabriquez des objets qui arrivent sur le marché. Est-ce que à votre niveau, l'impression 3D est quelque chose d'utile, ou est-ce que vous travaillez plutôt avec des modeleurs? Est-ce qu'il y a des différences entre les résultats apportés par ces solutions? Ouais, très rapidement, nous on travaille avec les deux. C'est-à-dire que l'impression 3D, effectivement, c'est aujourd'hui un outil, comme on modélise très vite en 3D, ça nous permet, nous, d'avoir des résultats très rapides. C'est-à-dire en 24-48 heures, on peut aujourd'hui obtenir une formalisation de l'objet qu'on a. Si après on veut avoir, en termes de finition et d'aspect, un résultat qui soit à la hauteur de nos attentes, effectivement, on repasse par un modeleur derrière. L'impression 3D seule ne suffit pas. Oui, alors moi je vais revenir sur la 3D après, mais je voudrais d'abord parler du crowdfunding avec la nouvelle mode Kickstarter, Indiegogo, etc. En effet, c'est une opportunité incroyable de pouvoir pré-tester les produits auprès du grand public, en faisant en fait tout un petit scénario, une histoire qui dure 45 jours, en expliquant de l'idée du prototype, commencer à montrer les prototypes en ligne, voir comment les bakers réagissent, comment le public réagit. Ça, c'était une chose qu'on n'avait pas avant. En fait, ça remplace quelque part le focus group, gratuitement, si je puis dire. Et ça permet aussi d'autofinancer plus tard la production. Mais le bémol, c'est que même en crowdfunding et en prototypage rapide, on ne peut pas faire de l'itératif sur la production. C'est-à-dire que de toute façon, même si on met un produit sur Kickstarter, il faut qu'in fine, à la fin, le produit soit finalisé et industrialisé. Et de fait, il doit être fini et on ne pourra pas y retoucher. À contrario, l'application d'un objet connecté, elle, par contre, peut évoluer dans le temps. Même quand le produit sort, on peut très bien la retoucher et même la réviser entièrement s'il y a un problème. Et le problème du produit, c'est qu'on ne peut pas le réviser quand il sort industriellement. Un produit, en général, c'est entre 6 mois et 1 an de développement, et 3 mois pour lancer la production, l'injection, et ça, c'est pas modifiable. Alors c'est vrai que la 3D a permis d'apporter plus de vitesse et de célérité dans le développement. Moi, j'utilise la 3D un peu comme Helium, en outsourcing, en extérieur, avec des pros pour de la qualité. Et j'ai acquis une imprimante 3D dernièrement, mais juste pour un brouillon de travail. Et avec ça, on ne peut pas réellement faire du produit itératif qu'on met dans le grand public. Par rapport aux campagnes de crowdfunding, c'est très intéressant le parallèle que tu fais avec les focus group. Ça, c'est assez amusant, je trouve. Alors évidemment, à quelques distinguos près sur le fait qu'un focus group, on le choisit un peu plus, etc. Enfin voilà. Mais je l'avais jamais imaginé comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Et pour le crowdfunding, d'une part, il y a le fait de pouvoir faire sortir un objet qui n'existait pas avant. Donc voilà, c'est tout simplement si mon idée, pas forcément elle est bonne, mais surtout si elle fait rêver les gens, etc. Ça va pouvoir permettre de créer l'objet. Je pense à Lima. Lima, ils ont levé aujourd'hui ou hier, je sais plus, 2,5 millions de dollars. Et en fait, Lima, tout simplement, ils n'avaient rien au départ. Ils avaient leur idée, leur concept. Ils ont montré tout ça. Ils ont levé, je ne sais plus combien, de 1,4 million sur leur campagne de Kickstarter. Et en fait, avec cet argent, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que de faire juste l'objet, eh ben, ils ont réussi à créer leur boîte, ils ont embauché. Donc en fait, la finalité du financement participatif, ça a été de pouvoir créer l'entreprise qui va derrière et ensuite le produit qui a évolué, qui a muté beaucoup. Et c'est intéressant parce que justement, on a souvent tendance à croire que c'est juste pour la production et pour le fait que les goodies, etc. Mais l'objet, la campagne dépasse l'objet et elle rejoint plutôt l'équipe, le projet, l'entreprise même. Je pense que dans l'exemple de Lima, la campagne sert aussi à valider le marché pour donner un signal aux investisseurs plus institutionnels. C'est bon, le marché est validé, on peut investir. Est-ce que vous avez un élément à ajouter sur ce sujet? Après, on laissera du temps pour les questions-réponses. Sinon, je propose qu'on passe à la troisième thématique, à savoir la place de l'humain dans tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, il y a ces objets, beaucoup de ces objets donc, sont connectés à Internet, mais sont aussi des capteurs de data.
il récolte beaucoup de data pour nous. Il y a aussi la notion d'opportunité technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'on peut connecter des choses, donc ça donne envie de faire des projets. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est votre vision sur un avenir où tous les objets sont connectés? Et encore plus important, quelles sont les attentes et les craintes des humains, puisque ce sont eux qui utilisent les objets, sur ce monde qui se dessine? Et quels sont les niveaux d'exploration pour vous, les designers? Tu veux peut-être commencer, Geoffrey, tu as le micro. Si tu veux. En fait, par rapport à ça, il y a beaucoup de réponses, parce que tu as quand même 3 questions. Les objets, on avait l'ordinateur devant nous, après on a eu le portable dans nos bras, après on a eu le téléphone il est dans notre poche contre notre corps, et puis maintenant on a sur la peau les objets, et maintenant ça rentre dans la peau même, ça rentre dans le corps. Donc en fait, on a perdu la distance, on a perdu l'intimité, et là en fait on commence à perdre aussi la distance entre le corps et l'objet, donc ça fusionne. On ne parlera pas forcément de transhumanisme aujourd'hui, mais en tout cas il y a des choses qui s'approchent de ça. Évidemment, ça fait des craintes. Voilà. On prend mes données, un objet c'est plus que moi, tout ce que je pourrais savoir dans ma vie, il en sait énormément sur moi, etc. À mon sens, toutes ces questions-là, il y a une réponse, c'est notamment l'éthique. On parle d'opportunité technique. Ok, une opportunité technique, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire? Là, c'est aussi des choix qui sont à réfléchir. En termes d'éthique aussi, c'est quand on prend des données à l'utilisateur, il faut qu'il soit au courant évidemment, mais il faut qu'on puisse lui rendre ces données sous une forme enrichie, sous une forme pour éclairer sur son quotidien, etc. À mon sens, c'est toujours beaucoup plus bénéfique de lui dire tiens, en fait, ça fait 3 mois que je capte tous tes appels téléphoniques, et ben là, ça fait 3 semaines que tu n'as pas appelé ta grand-mère, pense à l'appeler, quoi. Pourquoi pas? Est-ce qu'il pourrait justement me rappeler des petits éléments comme ça pour venir enrichir mon quotidien? Donc l'éthique, pour moi, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Et puis ensuite, il y a aussi le fait d'avoir un côté sur l'action de la transparence. Ça peut paraître un petit peu simple de le présenter comme ça, mais quand on a un objet non connecté, voilà, on a une forme, on a une fonction, c'est assez simple, voilà, on sait à peu près comment ça marche. Tout à coup, on a des objets avec des interfaces, donc on a des affordances qui viennent nous faire comprendre certaines fonctions, et maintenant, ça dépasse, on a des objets qui peuvent être symboliques, je pense à Mother, je pense au Nabastag à l'époque, je pense à d'autres types d'objets comme ceux-là, qui sont symboliques, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont sous le capot, comment ils vont fonctionner, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc il va y avoir une appropriation de l'humain sur l'objet, et de l'objet aussi sur l'humain, évidemment avec tout le tracking de data. Donc pour ça, à mon sens, il faut avoir une morale, une conscience, une éthique, et il faut aussi garder la question de l'humanisation des technologies, du numérique. Ben voilà, on tapote sur des écrans tactiles à longueur de journée, c'est un peu froid, hein, c'est du plastique, du verre, etc. Comment est-ce qu'on rend ça plus humain, plus sensible, plus chaleureux, plus émotionnel? À mon sens, c'est des questions qui sont très porteuses et qui nous rapprochent de la technologie, mais dans un bon sens du terme. Et si je vais prendre un exemple assez fort, j'aimerais bien, Xavier, que tu nous parles un peu de Mother, qui est ici, qui est un objet qui a 2 aspects qui méritent qu'on en parle. D'une part, il traque énormément de choses sur la famille, et d'autre part, il s'appelle Mother. Ce qui peut faire penser à Browser. Comment voilà, comment est-ce que tu peux nous parler de comment vous envoyez vous gérez la data, Bon, ça déjà c'est pas moi qui peux pas techniquement, mais parler, sur ce serait plutôt Sense. Mais déjà moi je peux parler de l'approche du designer avec la société Sense, comment on a abordé la problématique de la Mother. Au début, Rafi El-Hadjian, quand il est venu me voir, il m'a dit voilà, fais-moi une maman. Donc c'était très simple comme brief, ça tenait en un mot. Et ce qui m'a vraiment plu dans son approche, c'est qu'elle était très disruptive, et justement parce que les objets connectés le permettent actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, avec les objets connectés, on peut avoir une interface et une gateway. Et cette gateway, finalement, c'est quoi? C'est une brique, c'est une pierre, elle est inerte. On la pose chez soi, on n'en fait rien.
Donc soit il y avait la possibilité d'en faire un cube, une brique, ou justement d'aller beaucoup plus loin dans la symbolique et de faire la Moser. Donc très vite j'ai pensé évidemment à la matrioshka, quand on parle de symbole. Donc la mère des objets, mais la mère aussi de l'inconscient collectif quand on était enfant, avec laquelle on jouait, avec ces petites matrioshkas en bois, et qui se répètent à l'infini, comme les objets connectés peuvent se répéter à l'infini. Donc c'est ça qui me plaisait dans ce projet, c'est que j'avais totalement la carte blanche sur la symbolique de cet objet. Ensuite, pour parler des périphériques qui entourent la Moser, en fait ces enfants qui sont appelés là motion cookies, il est clair que ça va créer des datas personnelles et ça peut créer une certaine peur chez les futurs utilisateurs ou ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne comprennent pas le concept. Mais je ferai un peu le parallèle quand au début des années 90, on est arrivé avec que tout le monde avait des mobiles. Et quand on s'appelait, on ne savait pas qui appelait l'autre. Et maintenant, quand le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche, la personne qui appelle, on n'en a rien à faire. Au contraire, même disons qu'on préfère que le numéro s'affiche. Eh ben, ça va être la même chose, je pense, pour ce type d'objet. C'est qu'il va y avoir une période d'apprentissage des consommateurs, une période peut-être de méfiance, mais quand ils vont commencer à tester cette chose et se rendre compte que ils n'en ont rien à faire que même Google sache qu'ils se lèvent à 7h45 tous les matins ou qu'ils se brossent les dents 2 minutes. Je pense que tout ça, il va y avoir un apprentissage qui va se faire sur quelques mois, quelques années. Mais voilà. C'est pour ça que tu dis qu'il y a un côté un peu irrationnel dans cette peur. Oui, complètement. Elle est naturelle, mais parce qu'elle touche au virtuel, parce qu'elle touche aux données personnelles. Mais il faut savoir qu'actuellement, on est complètement traqué. Et d'ailleurs, il y avait une conférence hier soir sur la protection des données avec... comment il s'appelle, Fabrice Epelboin, qui était assez impressionnante. Google, Orange, Free, ils savent tout de nous déjà. Mais par contre, tu m'avais aussi dit, mais il y a du potentiel là-dedans pour des choses comme prévenir des épidémies. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que cette donnée n'est pas là. Par rapport à cette histoire irrationnelle, c'est pas forcément contre nous cette donnée. Voilà. Ce qui était intéressant dans ces données, c'est que si elles deviennent anonymes, elles pourront devenir anonymes. Après, ça, ce sera la volonté des acteurs dans les objets connectés. C'est-à-dire qu'on pourra les utiliser de façon plus large pour de l'épidémiologie, pour justement nous aider sur la masse à comprendre des phénomènes qui grossissent et qui font apparaître des tendances et des choses qu'on ne pouvait pas supposer. Je pense notamment, j'ai vu une conférence dernièrement, un meet-up à Paris, sur Fukushima, où après la catastrophe, les gens ont commencé à se mettre à acheter des petits détecteurs Gégère personnels, et qui étaient connectés, je crois, à l'Internet. Et donc, ils étaient connectés, ils étaient anonymes, puisque c'était l'ID de l'objet, donc on ne connaissait pas son propriétaire. Par contre, ça a permis aux autorités de voir en fait quelles étaient les réelles contaminations dans tout le pays avec ces petits compteurs personnels. Et ben, c'est exactement ce que les objets connectés pourront apporter au niveau de la big data, par exemple. D'accord. Et Pierre, tu voulais ajouter à ce sujet, tu nous avais parlé en fait du fait que de toute façon, aujourd'hui, il y avait énormément de choses qui déjà scannaient nos données. Je crois que de toute façon, oui, comme soulignait Xavier, le fait qu'on partage déjà énormément de données, c'est une réalité. Il y a un phénomène d'acceptation. Alors, est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, on va revenir à un phénomène de méfiance? Est-ce qu'il va y avoir un cycle? Je ne sais pas, mais il y a un phénomène d'acceptation. Si on reprend il y a 10 ans, quand il y a eu les premiers réseaux sociaux qui sont apparus sur Internet, souvenez-vous, quand on s'inscrivait, tout le monde mettait des pseudos.
on mettait un adresse email avec un pseudo et on s'inscrivait avec des pseudos et on se créait des personnages virtuels. Aujourd'hui, plus personne ne s'inscrit sur Facebook ou sur Google+, ou sur ce genre de réseaux sociaux avec un pseudo. Donc déjà, ça y est, on a passé un cap dans l'acceptation. Si on reprend sur des choses plus factuelles, le paiement par carte bleue, il y a encore quelques années, il y avait une méfiance forte de partager ses données bancaires de carte bleue sur Internet. Aujourd'hui, voilà, ça devient une réalité et tout le monde le fait, etc. Donc il y a toujours ce phénomène de méfiance. Donc aujourd'hui, l'Internet des objets, comme tu le disais, ce sont des capteurs de données, c'est clair. C'est la finalité première. Donc ce partage de données, c'est normal qu'il interroge. Il y a une question éthique qui est extrêmement importante à prendre en compte. Mais là, il y a 15 jours, une étude est apparue, certes aux États-Unis, donc on n'est peut-être pas culturellement exactement sur les mêmes schémas, mais il y a 17% des gens aux États-Unis qui aujourd'hui se déclarent complètement prêts à partager leurs données de manière complètement anonyme et transparente, c'est-à-dire sans se poser de questions. Pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Mais il y a une majorité, si on rajoute ceux qui sont prêts à le faire de manière aussi transparente, mais en sachant pourquoi, et en ayant une visibilité de ce qu'on va faire de leurs données, ça monte à plus de 70% des gens qui sont prêts à le faire. Donc il n'y a pas forcément encore de réticence. Voilà. Après, effectivement, il y a une question d'éthique derrière, de savoir pourquoi on le fait, quelle est la finalité de ces données, et puis après, quel service je vais avoir en retour. Parce que c'est pas tout est partagé, mais après, effectivement, un objet connecté, s'il apporte pas un service, et là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'objets aujourd'hui, l'Internet of Everything, c'est-à-dire qu'on connecte tout et n'importe quoi aujourd'hui, et pas forcément avec des services pertinents derrière. Mais on pourrait en conclure sur ce point-là, en fait, que le rôle du designer, ça va être aussi dans la communication de pourquoi tel objet utilise telle donnée. Enfin, c'est d'éduquer l'utilisateur sur ce qu'on va faire avec... Mais là, on est enfin, on va peut-être en parler dans la dernière partie. D'ailleurs, on est face à un formidable champ d'investigation pour nous en tant que designers. Les objets connectés, ça ouvre des nouveaux usages, des nouveaux services, des nouvelles fonctions. Donc, on découvre effectivement un territoire qui est encore à explorer. Et le rapport qu'on va avoir avec ces objets-là, il est à créer. Donc, on peut l'aborder de différentes manières. Xavier l'a parlé donc de Moser et de l'approche qu'il y a eu avec le brief qui était très clair, hein, c'est fait moi une maman, donc après autour de ça. Et puis quand nous on a travaillé sur le pulse de Weezing, qui est un petit tracker d'activité qu'on a sur soi et qui permet de mesurer toute une série de données tout au long de la journée, à savoir le nombre de pas, le nombre de kilomètres, y compris le rythme cardiaque. Et si je dors avec, je vais pouvoir avoir une idée de la nuit que j'ai passée, enfin de la qualité de mon sommeil. On s'est beaucoup interrogé sur la façon dont on allait traiter ça, et on l'a traité nous volontairement comme une sorte de petite boîte noire personnelle, c'est-à-dire un objet. On n'a pas voulu en faire un objet statutaire, on a voulu en faire un objet assez discret, comme une boîte noire personnelle que je vais pouvoir montrer ou pas. Après, c'est l'utilisateur, on essaie de donner beaucoup de versatilité dans la façon dont on allait l'utiliser, pour ne pas imposer un usage particulier. Donc on peut le mettre soit dans la poche, soit on peut le porter en bracelet, soit en clip. Voilà. Donc on a pris ce parti pris là. Mais effectivement, là, le rôle designer, c'est cette façon dont on va formaliser ces services et ces fonctions pour essayer de voir quelle affordance on va pouvoir créer entre l'utilisateur et l'objet, et la réciproque est vraie aussi. Sachant que le tracker est particulièrement intéressant dans la mesure où il y a d'autres sociétés qui ont eu des approches complètement différentes. Oui. Je pense... Alors, il y a effectivement, un des enjeux, il y a pas mal de sociétés qui ont eu des approches différentes. Ça, c'est le June. Voilà, il y a pas mal d'objets qui ont, donc si on prend le Jawbone, qui ont traité ça, qui est un très très beau produit, hein, ceci dit, c'est un excellent design, Yves Béard, Fuse Project. Tous ces trackers ont souvent été traités sous forme d'objets un peu statutaires, un peu d'objets de mode, c'est-à-dire on les utilisait, c'est un aspect assez réflectif de la personnalité, c'est montrer que j'appartiens à une sorte de communauté et que je traque mon activité et je le montre. On commence à avoir un tout petit peu de recul par rapport à ça. Et il semblerait que cette approche-là, alors si elle marche très bien commercialement en termes de, comme disent les gens, de vente directe, au bout de 6 à 8 semaines, il y a un taux de baisse d'utilisation qui est assez fort. C'est parce que bon, ces objets, après, il y a aussi des contraintes de recharge, etc. Et après, par rapport aux bénéfices. Et c'est le problème de rendre, voilà, comment on rend aussi pérenne dans la durée l'usage de ce type de tracker d'activité. Donc effectivement, l'approche un peu statutaire peut avoir certaines limites. Donc en fait, sur Pulse, le parti pris de la discrétion et de quelque chose qu'on peut cacher, c'est dans une volonté de rétention de l'utilisateur
de régularité d'utilisation. Exactement. Et là, il semblerait que, alors bon, c'est un produit commercialisé depuis un peu moins d'1 an, mais qu'effectivement, les taux d'utilisation sont relativement corrects par rapport à ce type de produit où il y a comme toujours des abandons de toute façon au bout de 2 mois, de 2 à 3 mois. Mais il semblerait que là, les taux d'utilisation soient relativement bons. Voilà. Et sur justement cette question du formalisme, est-ce que tu m'avais dit, Xavier, que tu avais aussi des choses à dire sur la comparaison justement entre les approches symboliques. Raconte une histoire, ce que tu as fait sur Mother, le produit qu'on a vu là aussi. Alors, je vais justement parler de ce produit fait par Netatmo qui est Dune. Là, on est typiquement d'un produit qui est très statutaire et très symbolique, type bijou. Et c'est ce que permet les objets connectés, c'est qu'on peut aller très loin dans la symbolique, comme à contrario, on peut être très effacé, comme le Pulse d'Helium, où là, c'est un parti pris qui est en fait de mettre en avant la fonction, je crois, et pas l'objet en lui-même, qui doit s'effacer par rapport à l'humain, alors que le Dune, c'est le contraire, c'est montrer et un peu être show-off. Donc il y a plusieurs approches, surtout sur le wearable, c'est quelque chose qui est très délicat. Seulement, ça peut avoir ses limites d'être dans le trop symbolique. Ici, le Dune, forcément, ça va s'adresser à une jante féminine, et en plus, dans cette cible féminine, à une certaine type de femmes. Et est-ce qu'une réponse à ce que tu dis, c'est pas le Shine qui est un peu plus loin? Voilà, alors le Shine, on le voit là, lui est beaucoup plus neutre. Il s'approche d'ailleurs un peu du Pulse, et il est quand même... c'est un hybride, c'est entre la montre, le galet, et c'est à la fois un objet statutaire, mais à la fois pas. C'est-à-dire que c'est, je pense, l'exercice idéal pour ce type de produit, qui est très réussi, un très beau produit. Et c'est ce vers quoi il faut tendre si on veut toucher le plus grand public, je pense, par rapport à un produit trop typé. C'est pour ça d'ailleurs que sur la Coucou, qui par la suite est devenue Cogito, l'approche a été de faire une montre, justement, qui est une montre, qui a des aiguilles, donc qui est analogique, et qui en plus peut avoir des notifications intelligentes liées à son smartphone. Mais surtout qu'une fois que les notifications sont éteintes et qu'on ne les voit pas, c'est une montre. Oui. Et ce n'est pas quelque chose qui ressemble à 2001, l'Odyssée de l'espace. La caractéristique connectée de l'objet est une fonctionnalité parmi d'autres de ce qui est avant tout une montre. Là, elle s'efface. Ouais, donc c'est deux types d'approches possibles qui sont, à mon avis, très intéressantes et qui vont adresser certaines cibles et auxquelles il faut de toute façon réfléchir en amont. Sur Geoffrey, puisqu'en fait on parle, en fait, il y a la notion, en fait c'est vrai qu'on parle de designer des objets qui ne portent pas nécessairement visuellement leur fonctionnalité, il n'y a pas ce qu'on peut appeler d'affordance. Peut-être que tu peux rappeler ce que c'est que l'affordance, au cas où ça ne parle pas à tout le monde. L'affordance, c'est une facette visible d'une fonction invisible, pour le résumer facilement. Je crois que l'exemple, c'est un peu la poignée de porte, non ? Tout à fait, oui. Une affordance, en général, alors allez, ça c'est le moment design de poignée de porte. En général, une poignée de porte qui sera horizontale, il va falloir la pousser, et une poignée de porte qui sera verticale, vous aurez plutôt à la tirer. Vérifier, parfois ça marche, mais c'est pas tout le temps le cas. Et voilà. Et donc on a un objet qui contient des fonctionnalités qui ne sont pas immédiatement visibles. Et tu avais parlé quand on préparait cet événement de la notion de narration enrichie par l'objet enrichi. Oui, par rapport à la notion de narration, en fait, en effet, l'objet. Alors de ce que j'en entends, c'est assez intéressant parce que pour que l'objet soit pérenne, soit faire un objet statutaire, donc qui soit symbolique, qui réponde à des archétypes, mais en même temps qui ne présente pas forcément toutes ses fonctions directement du fait qu'il a un pendant numérique. Donc cet objet peut-être là pourra être pérenne parce qu'il va se faire oublier en quelque sorte. Et d'un autre côté, pour qu'un objet peut-être soit pérenne, il faut aussi qu'il soit élégant, beau, et puis qu'il dure, qu'il soit un côté
qu'il ait un côté immortel dans le temps, en tout cas. À mon sens, pour qu'un objet soit pérenne, il faut surtout qu'il soit utile. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, il y a beaucoup de critiques sur les objets connectés, sur le fait que y a tout et n'importe quoi qui devient connecté. Et c'est à mon sens, bien dommage. Tout à coup, on se retrouve avec des objets qui sont inutiles. Et forcément, ceux-là vont être abandonnés en premier. Pour répondre justement à cette question des fonctions cachées, on se retrouve à avoir tout un environnement numérique, parce que vous avez votre objet, il fait cette taille, il fait la taille d'une main, on va dire, et pas très grand. Et vous avez des capacités qui sont immenses. Pensez ne serait-ce qu'à votre téléphone. Voilà, on peut travailler, on peut faire la guerre, on peut faire plein de choses avec un téléphone, c'est assez dingue. Sauf que c'est un objet c'est un bout de plastique avec du verre et du métal. Donc évidemment, pour tout cet univers et toute l'histoire qu'on va venir raconter autour de l'objet, il va falloir créer des ponts entre l'objet physique, voilà, il va être de telle couleur, de telle matière, il va évoquer tel aspect, telle histoire, etc. Et puis le lien qu'on va tisser entre cet objet physique et cet environnement numérique. Et quand on sera dans cet environnement numérique, il faut qu'on nous raconte la même histoire, ou alors la suite de l'histoire, ou alors une histoire qui vienne englober juste cet objet, pour qu'il soit au centre, ou pour qu'il soit une des pièces de l'histoire. Et parfois, ce que je vois, et j'en suis souvent très déçu, c'est que sur beaucoup d'objets connectés, on a une interface numérique qui ressemble à une interface numérique avec un truc très carré, très rigide, très froid, etc. Et un objet qui peut être très poétique, dans lequel il y a beaucoup de narration et beaucoup d'émotions. Donc à mon sens, il y a beaucoup encore de trajets à faire. Et heureusement, il y a des objets qui commencent à se dessiner là-dessus qui sont très bien, qui relient de façon narrative et élégante et intéressante et émotionnelle entre tout l'univers, l'écosystème, les fonctionnalités numériques, en ligne, connectées, etc., et l'objet en lui-même, qu'on va pouvoir venir placer avec toute la symbolique qu'il y a derrière, toute l'histoire qu'il y a derrière, et tout l'affect, parce qu'on porte de l'affect sur nos objets, on porte parfois de l'affect sur des interfaces numériques, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous êtes amoureux de votre Twitter, ou alors est-ce que vous êtes amoureux du couteau suisse de votre grand-père qui vous a donné avant de mourir ? Vous voulez ajouter un élément? Après, on va passer aux questions aussi. Mais quand on parle de cette histoire d'affordance, on revient, nous, les objets connectés, quand on est designer produit, ça a été un vrai changement d'attitude qu'il a fallu avoir. Quand on travaillait sur un produit, avant de parler d'objets connectés, un produit se définit beaucoup par la fonction qui le caractérise. Donc on était dans un écosystème entre guillemets fermé, c'est-à-dire qu'on savait dessiner, et ce fameux rapport forme-fonction qui a été formalisé et qui a été après enseigné au Barros et puis qu'on a suivi depuis. Donc c'est un enseignement sur lequel nous, on a été imprégné de cette approche et de ce ratio forme-fonction. Quand on parle d'objet connecté, on ne peut plus parler de rapport forme-fonction. C'est-à-dire que l'objet, il va se définir par une fonction d'usage propre, effectivement ergonomique, quand il y a cette dimension-là, mais surtout par le service qu'il va apporter, et donc l'application qui va aller avec. Et ce service, cette application, comme on le soulignait, elle peut être modifiée. Quand on est en open source, elle peut être modifiée même de façon libre. Donc on ne peut pas anticiper exactement l'usage ou les fonctions que l'objet va porter et la façon dont l'objet va évoluer. Et comme les cycles, comme on l'a vu au début, ne sont pas forcément le même, on ne peut pas modifier la partie hard d'un produit de manière aussi rapide que ce qu'on peut faire sur la partie soft. On voit que par exemple sur le Pulse qu'on montrait tout à l'heure, c'est un produit qui s'est enrichi de fonctions depuis qu'il est sorti, mais uniquement sur le soft. C'est-à-dire qu'il y a une fonction maintenant qui permet de mesurer le taux d'oxygène du sang, et ils ont amélioré la qualité du sommeil, etc. Enfin, des fonctions qui n'étaient pas présentes au début dans le produit, et ça s'est fait uniquement par une mise à jour du soft. Donc on ne peut pas anticiper en fait les fonctions que le produit va avoir. Donc nous, ça change complètement le rapport qu'on doit avoir, la façon dont on doit concevoir les objets. Et justement, c'est là où on s'interroge sur la dimension symbolique, la métaphore. Est-ce qu'on va du côté de la métaphore? Est-ce qu'on va du côté des archétypes? Est-ce qu'on va du côté du symbole, du figuratif? Voilà. C'est un nouveau champ d'exploration. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Pierre, au sujet de la forme-fonction, l'ancienne école Bauhaus, et ce que dit Geoffrey au sujet... Qui reste valable, hein, ceci. Oui, mais qui parle aussi du narratif, de l'importance du narratif avec le symbole. Maintenant, on est plus avec les objets connectés, pouvoir se permettre de faire la forme et l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, la forme va narrer, va raconter une histoire, rien que par elle-même. Et ça, c'est complètement nouveau. Pas complètement, mais ce sont des opportunités intéressantes pour les designers qu'apportent les objets connectés. Et dans ce cas-là, la forme, ce serait le début de l'affordance pour accéder à l'histoire et aux fonctionnalités qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que des gens ont des questions dans la salle sur les différents sujets évoqués? Il y a une main qui se lève là-bas.
Je vais vous amener un micro, ce sera plus simple. J'ai une question ou une remarque, enfin des questions et remarques. Je voudrais revenir sur les datas dont on a parlé juste avant. Moi, je voudrais juste mettre une nuance sur l'acceptation. Je parlerais plutôt de résignation qu'une acceptation sous la contrainte. Aujourd'hui, on utilise Facebook ou Google+, un peu parce que tout le monde le fait, et on met son nom, mais on accepte sous la contrainte les conditions générales. C'est pareil avec Netatmo, qui utilise nos données, on en a parlé sur la conférence juste avant, qui utilise nos données, mais si on veut utiliser une station météo fournie par Netatmo, parce que c'est un objet qui est joli, qui offre plein de fonctionnalités, on est obligé d'accepter les conditions générales. On n'a pas le choix. Donc pour moi, c'est pas d'acceptation, c'est je suis résigné, j'ai pas le choix. D'accord ? On m'impose cette acceptation si je veux utiliser cet objet connecté. Et ce que je voudrais amener derrière, c'est la question de l'anonymisation. Est-ce que tous ces objets connectés, ils fournissent de la data ? Quelle garantie derrière on a que les données, moi je veux bien qu'on utilise mes données pour dire que chez moi, j'habite à côté de Nantes, que chez moi, il faisait 22 degrés ce matin ou qu'il faisait 7 degrés cette nuit. Mais je veux absolument que les données soient anonymisées. Je ne veux pas qu'on dise que c'est Guillaume de Berthe qui a utilisé, enfin c'est chez lui, à cette adresse-là, etc. Je veux pas qu'on donne toutes ces informations parce que je ne sais pas quelle sera l'utilisation qui en sera faite. Oui, je comprends. J'en parlais bien avant. C'est tout à fait naturel comme réaction. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir que Pierre-Paul Jacques a un capteur chez lui qui fait 22 degrés dans sa chambre? Est-ce que ça va vraiment vous gêner dans votre intimité, dans votre sécurité personnelle? Je ne suis pas certain. Après, par rapport à ce que vous dites, on n'a pas le choix, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a le libre arbitre de ne pas acheter tout simplement Netatmo. On a le libre arbitre de ne pas acheter la Moser. Si on achète la Moser, on est complètement conscient de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle peut faire. Donc déjà, on est dans l'acceptation. On n'est pas dans la résignation. Sinon, on ne l'achète pas. Après, est-ce que ça peut être dangereux? Je dirais, ça dépend ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. Est-ce que ça dépend ce que le client va en faire, le provider va en faire? Et là, en effet, il faudra peut-être créer des nouveaux garde-fous. La CNIL, dernièrement, on a parlé dans ses cahiers sur les datas liées à la santé, notamment. Justement, et bon, moi, je pense qu'il va se passer des choses pour réglementer ça, légiférer ça, gérer ça. Et moi, je me prônerais, je pense que ce serait bien que les objets aient un ID, une identité. Et que ce ne soit pas le possédant ou l'acquéreur de ces objets dont on connaîtrait l'identité. Je ne sais pas si c'est possible, mais on pourra imaginer tout à fait que ces objets aient un ID, un numéro de série, et qu'en fait toutes les datas soient liées à cet objet, mais que cet objet, on ne sait pas à qui il appartient. Et du coup, il devient anonyme. Je rajouterais juste un tout petit truc. Moi, je comprends tout à fait ces craintes-là, et en effet, c'est une réaction émotionnelle, naturelle, et c'est pas parce qu'elle est émotionnelle qu'elle n'est pas légitime, au contraire. Je la trouve très intéressante. Et dans le web, on a pareil. Moi, un site sur lequel je me connecte, et plutôt que de m'inscrire ou de créer un compte, il me dit Facebook Connect, Twitter Connect, Google Plus Connect, etc. Je me dis pourquoi est-ce que je suis toujours obligé? Maintenant, il y a une tendance un petit peu que j'ai vue où on a des services qu'on peut utiliser sans créer de compte. On n'a pas besoin de créer de compte. On peut juste utiliser le service et on disparaît, et voilà, et c'est tout. Et à mon sens, peut-être que les objets connectés, un jour, ce sera ça. On n'est pas forcément obligé de plugger tout de suite toutes nos données dessus. Et à ce niveau-là, on est plus tranquille, peut-être. Ensuite, j'étais justement à la CNIL pour répondre à toutes ces questions-là, pour réfléchir. Enfin, eux, ils répondaient à toutes ces questions-là, ils réfléchissaient aussi là-dessus. Et en fait, aux États-Unis, par rapport aux questions de la santé, il y a en tout cas, dans le monde et après aux États-Unis, il y a un déplacement du pouvoir de l'État, où l'État a nos données, et c'est normal, parce que c'est le gouvernement, etc., et il y a un côté protecteur. Il y a un déplacement du paradigme où aujourd'hui une entreprise est plus forte qu'un gouvernement.
parce qu'une entreprise c'est international, parce qu'une entreprise ça a beaucoup plus d'argent qu'un pays, etc., etc. Donc en fait, le paradigme change et le citoyen disparaît au profit du consommateur. Et donc tout à coup, le consommateur se pose la question de « Ok, mes données, quand l'État les avait, bon, il y a les archives, je peux aller les consulter, il y a des lois, etc. Aujourd'hui, c'est Google qui les a ou d'autres, peu importe. En effet, il y a des craintes. En effet, c'est normal parce que derrière une entreprise, il y a un fonctionnement, il y a une vision du profit, etc., etc., etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes logiques d'entreprise et étatique. À mon sens, c'est des choses qui sont séparées. Et pourquoi pas imaginer des objets connectés dont on n'a pas besoin d'enregistrer avec Facebook, etc., de se connecter, en tout cas, d'avoir un compte avec un mot de passe, un email, etc. Pourquoi pas des objets connectés dont les datas sont envoyées anonymement et pourquoi pas un juste retour entre les données que je donne et les données que je reçois en retour. D'autres questions ? Bonjour, merci pour toutes ces explications. Je suis dans le monde du web, donc je ne connais pas beaucoup les objets connectés. Et je me disais, j'ai deux questions en fait. C'est la première, vous parliez de silos, mais vous parliez d'une personne qui puisse justement vous aider en fait à travailler tous ensemble. Avez-vous des chefs de projet? C'est un peu naïf, mais voilà comment ça fonctionne. Et la notion aussi de sécurité, parce que c'est bien beau donc, de parler de partage, d'anonymiser ces données, mais voilà, il y a une grosse notion de sécurité et je voulais savoir si vous, à travers votre expérience, vous travaillez avec des personnes ou comment ça se passe en fait. Merci. Sur la partie données et sécurité, là, nous, on va être clair, l'expérience qu'on a, on n'est pas du tout impliqué dans ces... Quand on parle d'objets connectés, il y a trois métiers. Il y a la partie hard, création du produit, il y a la partie service qui va avec et qui peut être associée à une application, et puis il y a la partie gestion de données. Donc il y a trois métiers à associer. Si on revient rapidement sur la gestion de données, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, je pense que toutes les entreprises qui sont aujourd'hui sur les objets connectés, la valeur ajoutée qui va arriver très vite à terme, c'est pas sur la vente des produits, c'est sur le traitement des données. La valorisation des données. Tout l'enjeu est là. Donc effectivement, revenir sur des solutions très anonymes où on viendrait distribuer ou mettre en relation directement la balance sur laquelle je me pèse directement sur l'application sans passer par les serveurs de l'entreprise qui vend la balance. Si l'entreprise ne peut pas récupérer les données à un moment donné, il y a un moment, elle va avoir un problème de valorisation de ces données-là et comment elle va vivre. Enfin, là, il y a un problème économique, effectivement, ça va poser un vrai problème aussi. Et on sait que le marché des données personnelles, en tout cas aux États-Unis, il est estimé à plusieurs milliards de dollars. Alors après, chaque institut varie ça à l'horizon 2020. Voilà. Après, pour la première question qui était l'approche en silo, c'est pas vraiment un chef de projet. Là, c'est vrai que quand on travaille, si on prend l'exemple de Weezing, c'est directement Eric Carrel qui est le fondateur de l'entreprise. C'est lui qui est vraiment à cette vision transversale et qui chapeaute complètement. Il y a des chefs de projet, mais c'est vraiment Eric qui est celui qui est moteur à la fois dans la définition et dans le suivi des projets. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne d'ailleurs. C'est un catalyseur et c'est lui qui va synthétiser l'ensemble des informations et qui va réorienter si besoin est, soit la partie UX, UI, soit la partie produit. Oui, je voulais avoir votre sentiment, je suis au fond, je suis là, sur un souci qui, moi, me paraît fréquent quand on commence à designer des objets connectés, c'est la prise en compte des contraintes du monde réel. C'est-à-dire de savoir choisir ces matériaux, pas seulement parce qu'ils sont jolis, qu'ils sont glossy, qu'ils sont premium, mais qu'il faut que la forme soit possible à réaliser, qu'il faut que je prenne en compte, si je veux faire passer des ondes, que ma boîte en métal elle va peut-être être jolie, mais elle va moins bien marcher. Et voilà, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Au-delà de l'ergonomie, la bonne prise en compte par les designers d'objets connectés dès le départ, d'avoir quelque chose qui va pouvoir marcher pour de vrai. Alors, ça, on peut prendre cet exemple du tensiomètre Weezing, puisque là, le choix des matériaux et justement la conception a vraiment été un facteur déterminant dans la formalisation même. C'est-à-dire que quand on a demandé de travailler sur un tensiomètre, c'était un produit qui était destiné aux particuliers, à une personne qui allait prendre sa tension chez elle, alors que c'est des produits qui ont été conçus au départ uniquement pour du personnel médical, c'est-à-dire dans un cadre très particulier, avec un langage, un design et des matériaux et des codes qui étaient très liés à l'univers médical.
très vite, on a dit à Weezing qu'il, selon nous, il fallait surtout pas aller sur ce terrain-là, il fallait pas amener l'hôpital à la maison, on était dans un usage différent, on redonnait un peu à l'utilisateur la possibilité de se mesurer et de reprendre entre guillemets le contrôle. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans une délégation de pouvoir face à un médecin ou un infirmier qui prenait sa tension, c'est lui-même qui allait faire cette action-là. C'est l'avantage des objets connectés aussi, c'est qu'on peut reprendre aussi un peu le pouvoir. On n'est pas que dans la subordination. Et du coup, là, le choix des matériaux a été primordial pour justement casser ces codes-là. C'est pour ça qu'on a fait des choix assez radicaux en termes de surface extérieure, de couleur, de revêtement intérieur. Et après, on trouve des solutions. C'est vrai qu'on est parti sur un tube métal. Hein. Alors, cette première version, ça fonctionnait bien parce qu'on était sur une connexion en fil. Là, la version qui vient de sortir est maintenant est sans fil, elle est Bluetooth. On a conservé le tube métal. Voilà, on a réussi à travailler après avec les ingénieurs de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Mais c'est vrai que le choix du métal, en tout cas les objets connectés, dès qu'on est sur du sans fil, voilà, le problème de la cage de Faraday, c'est un classique. Ouais, je rajouterais que c'est évidemment capital le choix des matériaux. Et par rapport aux objets connectés, c'est une contrainte qui est amenée en plus et qui est un peu plus problématique à gérer. C'est vrai que le Bluetooth BLE, il ne passe pas à travers le métal, comme tu disais, tu parlais de cage de Faraday. Donc il faut trouver des astuces, il faut connaître la techno, il faut avoir cette expérience pour que le designer puisse contourner le problème avec des ersatz ou des petites astuces, je dirais, structurelles et esthétiques, en mettant un peu moins de métal, en faisant des parties en plastique pour laisser passer les ondes. Mais ça, c'est le boulot du designer avec les équipes d'ingénieurs. Et on travaille en amont là-dessus dès le début, quoi. Il nous reste 2 minutes, on va prendre la dernière question. Bonjour, Loïc Goyer, Front-End développeur. Moi, j'ai une question et une remarque qui est notamment sur le Quantify Self, où du coup, on va surtout parler, on parle d'objets connectés, mais pour moi, surtout, le plus important, c'est les capteurs qui font que l'objet est intéressant et pas forcément la connexion à Internet. La question, c'est, je comprends bien qu'il y a un intérêt pour les entreprises de récupérer ces datas et de les exploiter, mais on parle notamment de clients, d'utilisateurs qui sont quand même censés être au centre du design. Et quel est l'intérêt pour eux d'avoir ces objets-là connectés à Internet et non pas seulement à un réseau domestique où ils pourront juste visualiser ces données et les exploiter eux-mêmes? Merci pour ta question, Ludovic. En effet, on peut faire des objets connectés qui sont offline, qui ne sont pas forcément connectés au réseau Internet. Voilà, en Bluetooth, on peut faire pas mal de choses. L'intérêt, à mon sens, le fait de les relier soit aux autres objets, soit aux utilisateurs, soit à des bases de données, soit à des contenus qui viennent de l'extérieur, soit à des API, soit à des datas, c'est énorme en termes d'enrichissement. Un utilisateur, tout à coup, va pouvoir sortir de ses propres usages, va pouvoir apprendre des usages des autres, va pouvoir être enrichi des données des autres. Et à mon sens, il y a une horizontalité qu'on a connue grâce à Internet. Évidemment, tout à coup, les hiérarchies s'aplatissent un petit peu. On a accès à quelqu'un à l'autre bout du monde, etc. Cette horizontalité-là, elle va peut-être pouvoir ressurgir aussi à la maison, sur soi, avec ces objets, pour recueillir les datas de chacun. Je ne sais pas si quelqu'un va rajouter quelque chose. Oui, très rapidement, je crois que par rapport à cette question de l'exploitation des données de savoir, aujourd'hui, toutes les entreprises qui travaillent sur les objets connectés, alors certes, on parle du traitement des données parce qu'il y a une anxiogénité à l'utilisateur, mais eux, leur principal focus, c'est savoir comment on valorise ces données pour l'utilisateur. C'est pas tant de la valorisation après de la monétisation, bon, je ne dis pas qu'elle n'y pense pas, mais aujourd'hui, elle réfléchit énormément, c'est savoir comment j'exploite ces données-là pour faire un retour à l'utilisateur qui soit pertinent. Et elle travaille beaucoup autour de la santé, donc si on prend l'exemple de Weezing, elle travaille beaucoup autour de ça pour faire remonter des conseils, pour faire remonter des marqueurs qui vont permettre effectivement à la personne d'améliorer alors soit sa qualité de sommeil, soit sa qualité alimentaire, soit son activité, etc. Elle essaie vraiment de trouver le moyen de valoriser ça, mais de manière en termes d'usage et d'expérience. Ouais, donc vous cherchez surtout à valoriser l'expérience utilisateur, quoi. Sinon, s'il n'y a pas cette valorisation-là, de toute façon, l'objet connecté, comme on disait, c'est un capteur, il ne sera pas utilisé. Je vais l'utiliser 15 jours, ça va m'amuser, mais si aujourd'hui, et j'ai fait l'expérience, hein, donc les premières versions aujourd'hui des trackers de sommeil, il n'y avait pas de service, donc c'est sympa. Donc je dors j'ai fait mes 15 premières nuits, je me réveillais le matin, je regardais, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai pas bien dormi, quelle est ma phase de sommeil profond, ma phase de sommeil léger. Voilà, quand au bout de 15 jours, j'ai fait le tour de la question, and so what ?
Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Je suis content, j'ai vu que j'ai mal dormi, j'ai vu que j'ai mal dormi. Bon, bah, ok, d'accord, mais je vois bien que j'ai mal dormi, quoi. Alors, il y a quelques cas marrants où j'ai l'impression d'avoir mal dormi et où l'information est l'inverse. Ça me dit, non, en fait, j'ai bien dormi. Alors que j'avais un sentiment d'être mal dormi. Bon, alors après, c'est la méthode Coué, je me dis, bon, finalement, j'ai bien dormi, donc je suis en forme. Bon, ça peut arriver. Mais au-delà de ça, après, c'est quel conseil je vais avoir? Sinon, effectivement, très vite, on s'en lasse, en fait. Hein. Aller regarder tous les matins, savoir si j'ai bien dormi, bon. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est ça l'enjeu des objets connectés, c'est de pouvoir croiser les datas et trouver des corrélations et essayer de comprendre un peu plus sa vie et les gens et le fonctionnement de toutes les choses autour de nous. D'ailleurs, c'est ce qu'est l'enjeu de Moser, ce que Sense veut faire avec Moser. Par exemple, quand tu parles du capteur de sommeil, le cookie, on peut le mettre dans son matelas pour capter son sommeil. Mais so what? Qu'est-ce que je fais avec cet histogramme? Et bien justement, l'intérêt des cookies, c'est qu'on peut mettre aussi un cookie sur la Nespresso chez soi et savoir qu'on a pris un café un peu trop tard à 5-6 heures du soir et que ça nous empêche de dormir. Et ça, on va le croiser dans les datas sur un dashboard et on va commencer à comprendre, ah bah oui, bien sûr, j'ai pris un café trop tard, et puis on peut mettre des alertes. Bon, en fait, c'est infini. On va pouvoir recréer totalement une fonction, une vie, si on le veut ou si on ne le veut pas. Là encore, on aura le libre arbitre. Je vous remercie. Je pense qu'on va laisser la place à l'intervention suivante. Merci d'être venu. Puis vous pouvez rester pour l'intervention suivante qui va être intéressante aussi. Voilà. Et merci aux participants. Donc, Geoffrey, Pierre et Xavier.